Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance de recevoir Samuel, CEO de Watch, un projet qui tourne sur la blockchain Elrond et qui va vous faire découvrir un tout nouvel univers. Donc merci Samuel d'être avec moi aujourd'hui, de passer du temps pour répondre à mes questions. Comme d'habitude, peux-tu me dire quel est ton parcours et comment t'es venue l'idée de lancer Watch ? Tout d'abord, merci à toi, hein, Thibaut, de m'inviter. C'est très gentil et merci pour ce que tu fais, que ce soit à travers ton podcast ou tes bouquins. C'est top, ça permet à la communauté d'évoluer. Donc, merci beaucoup. Et pour revenir à ta question, de base, je suis issu d'une formation d'école de commerce où j'ai lancé Watch avec mon cofondateur Yacine, qui lui a plus un parcours école d'ingé. Ensuite, on a très vite, en fait, finalement, à 2 monté des différents projets de start-up. Un premier qui était dans le web 2 plutôt, qui était, une application, de location de vêtements, un dressing partagé, sur lequel on a fait un peu nos armes. On a levé un peu d'argent à l'époque. On a levé 500 000 € sur ce projet auprès de VC. Et finalement, on a tenu ce projet pendant 1 an et demi. On était une dizaine à un moment et il y a eu le Covid. Il y a eu aussi des premières erreurs d'entrepreneurs. Mais donc ça s'est arrêté. Puis on a respectivement rejoint différentes startups. Moi, je travaillais c'est une startup qui s'appelle Coober, qui est une startup qui fait des résumés de livres audio, de façon audio, en format 20 minutes, donc dans laquelle je m'occupais de toute la partie grosse, comme on dit, donc la partie marketing plutôt, pour finalement commencer à vouloir se remettre dans l'entrepreneuriat. On était tous les deux avec Yacine intéressés par la blockchain et l'univers Web3 pour finalement se dire: «OK, faut vraiment qu'on lance quelque chose là-dedans». On a d'abord lancé un projet qui s'appelle Wine, que les personnes sur Elrond connaissent aussi sûrement, qui vise à décentraliser l'industrie du vin et à le gamifier un petit peu pour attirer une nouvelle audience. C'est un projet long terme, ça touche au physique, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps. Et à côté de ça, à force d'échanges avec des entreprises, avec des VC, donc des fonds d'investissement, on a eu assez rapidement l'idée de Watch, qui nous est venue en tête et qui voulait pas trop sortir de notre tête. Donc finalement, on a monté une équipe. Donc aujourd'hui, on est 7 sur le projet, 7 à temps plein, plus 2 personnes qui sont pas à temps plein, mais qui nous aident. Donc en tout, on est 9, et on a lancé Watch à ce moment-là. Donc maintenant, ça fait 6 ou 7 mois qu'on développe le produit. D'accord, merci pour ce premier retour. C'est assez fou parce que Wine, justement, je comptais l'ajouter dans ma liste de projets à interviewer pour montrer aux gens comment ça fonctionne, du coup, le vin avec le Web3, la blockchain, les NFT, tout ça. Et je m'aperçois que là, en t'interviewant, j'avais déjà quelqu'un, carrément un contact de choix, pour prévoir une interview. Écoute, super que vous ayez lancé du coup avec ton bras droit aussi, ces 2 projets. C'est ça, On va se concentrer aujourd'hui sur Watch, mais je retiens l'info yes. pour Wine. Est-ce que tu peux me décrire le fonctionnement global de Watch, ses enjeux et ses objectifs, s'il te plaît? Yes. Watch, dans un premier temps, on est parti d'un constat assez simple qui est que le télétravail est en augmentation, de partout dans le monde et la façon de manager, la façon de gérer une équipe risque de totalement, changer dans les prochaines années. Pourtant, il y a un problème majeur qui est que, selon plusieurs sources, mais on aime bien en citer une, qui est que 65 des télétravailleurs ont peur de souffrir, d'isolement ou de perte d'esprit d'équipe.
Donc c'est un problème qui est majeur et donc nous, on aime bien partir de problèmes pour essayer d'imaginer des solutions et donc la première solution, qu'on a mise en place, c'est une solution de cohésion d'équipe, donc via un escape game qui est construit toujours pour favoriser les échanges, dans l'équipe, avec, toute une logique de création commune, avec une communauté de passionnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus que nous créer, un escape game, ce qu'on fait en ce moment, c'est créer, un outil qui permet de créer des escape games facilement, qui est notre CMS. Donc un CMS, qu'est-ce que c'est? C'est un content management system pour ceux qui connaissent, WordPress, Webflow et cetera et nous, on crée en fait le WordPress ou le Webflow de l'escape game ou plutôt de l'expérience gamifiée. Heu et donc ensuite, avec toute cette communauté, on va pouvoir créer un ensemble d'escape games parce qu'aujourd'hui on est 9, mais grâce à la communauté, demain on est 3000 et donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et de tester aussi beaucoup plus vite les escape games pour pouvoir les proposer à des entreprises et donc ramener ensuite la liquidité des entreprises dans le Web3 pour rémunérer tous nos NFT holders parce qu'ils nous ont aidés à créer justement ces escape games-là. Donc on essaye de créer un cercle vertueux entre la problématique de départ qui est que, bah, il y a de plus en plus de télétravail et 65 des télétravailleurs, ont peur de souffrir, d'isolement et de perte d'esprit d'équipe. Ensuite, ça c'est la problématique. Ensuite, on crée des escape games ensemble avec nos NFT holders. Ils les testent également. Ils nous font tout un tas de retours quand c'est nous qui les proposons. Donc, sur, les énigmes, sur la difficulté de certaines, sur, l'histoire et cetera. Ensuite, tous ces retours, bah, ça nous permet d'avoir un escape game ou une expérience la plus parfaite possible pour la proposer aux entreprises et ensuite pouvoir leur vendre pour que enfin cet argent soit réinjecté dans le modèle et dans notre communauté Web3. D'accord, on voit toute l'importance de la communauté derrière pour finaliser les tests et avoir un 1er retour d'expérience, d'accord. Sur votre site, dans une vidéo trailer très bien réalisée que j'ai visionnée plusieurs fois, vous parlez d'escape game 3.0. Quelle va être la Ouais. différence, avec un escape game classique que je pourrais appeler 2.0? Qu'est-ce que ça va apporter le 3.0? Bah, le 2.0, ce serait simplement d'avoir un escape game en ligne. Nous, le 3.0, bah, c'est le fait de le construire avec une communauté, que cette communauté soit rémunérée en jouant, via l'escape to earn, qu'elle bénéficie. Donc une fois qu'elles jouent, dès qu'elles arrivent à s'échapper de l'escape game, elles bénéficient d'une pool de stacking exclusive dans lesquelles elle est rémunérée pour. Et également, le 3.0, c'est surtout la partie de la creation economy. Enfin, on trouve que ce terme, il va bien. Où bah, finalement, aujourd'hui, nous, on crée le premier escape game, mais demain, vraiment, c'est toute la communauté qui pourra créer son escape game et vraiment être propriétaire de cet escape game. Donc, si on voit un peu plus long terme, nous, finalement, on peut totalement décentraliser notre manière de créer un escape game. Les créateurs, les NFT holders pourront créer du contenu, ensuite les tester et ensuite les proposer à des entreprises. Donc nous, à ce moment-là, on n'apparaît nulle part. Donc demain, notre système, il peut être totalement décentralisé grâce à la technologie blockchain. D'accord, bah, super cool. Mais du coup, les NFT, holders dont tu parles, ces fameux NFT, vous les ach où est-ce Ouais. qu'on peut les acheter? Quand est-ce qu'ils seront disponibles? Comment ça va se passer pour acheter un NFT? Aujourd'hui, ils sont pas disponibles, parce qu'on a fait le choix, d'essayer de montrer un maximum avant de vendre quoi que ce soit. Heu, c'est un truc qu'on peut reprocher un petit peu à l'univers, Web3, c'est que généralement on vend, des NFT ou des tokens sur, beaucoup de promesses et on n'est pas sûr que ce soit super intéressant, par rapport à l'univers Web2 qui d'abord, bah, doit prouver avant de vendre, doit avoir un vrai produit et nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc d'abord construire le produit, donc notre premier escape game, ensuite le faire tester aux personnes et les personnes seront à même de choisir ou pas si elles veulent investir ou non dans notre projet et donc acheter nos NFT. Donc c'est pour ça qu'on ne dévoile pas de date non plus. Ça va arriver là dans les prochains mois, mais on veut d'abord avoir un produit solide avant de vendre quoi que ce soit aux utilisateurs.
OK, c'est très clair et puis, l'approche est très louable parce qu'effectivement, vaut mieux attendre avant de faire des fausses promesses qui sont pas forcément tenues. On n'a que C'est trop ça. d'exemples dans l'univers de la crypto-monnaie sur le marché. Prenons l'exemple d'une entreprise qui veut souhaiter son équipe, donc faire du team building comme on dit. Elle décide de réserver un créneau sur votre site, comme elle pourrait le faire pour un escape game classique, sauf qu'à la place de se déplacer physiquement à l'escape game, elle va se connecter en ligne. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils se connectent tous à distance sur votre site? Comme pour une conférence, comment ça va se mettre en place pour une entreprise? C'est aussi simple qu'un lien Google Meet ou un lien Zoom. Bah, il y a la personne qui paye, qui elle va avoir un lien unique qu'elle pourra partager, dans lequel, bah, dans ce lien, il y a inscrit que c'est pour 6 personnes, par exemple, et elle l'envoie, et donc il y a 6 personnes qui peuvent se connecter à ce lien directement, dans une visio, homemade, donc directement sur notre site, et commencer à jouer, via ce lien. C'est aussi simple que ça. D'accord. Bah, écoute, très simple alors du coup, on a l'habitude en plus maintenant en télétravail de cliquer sur des liens et de rejoindre des réunions. Donc là, c'est pareil, sauf que C'est ce sera ça, une réunion un peu plus fun, organisée c'est par ça. l'entreprise. Est-ce que tu peux me décrire le processus d'élaboration d'un escape game, en partant du coup de la conception jusqu'à la réalisation en 3D? Comment ça se passe et à quel moment, enfin toi, quel est ton rôle et le rôle de tes équipes, dans l'aboutissement de ce scénario d'escape game? Yes. Bah, d'abord, pour le premier et pour les suivants, ça risque d'être un tout petit peu différent. Pour le premier, on est vraiment parti de l'histoire, où avec Yacine, du coup, à 2, on a commencé à élaborer tout le lore, comme on dit, et toute l'histoire pour finalement, imaginer les différentes, énigmes qui allaient, apparaître tout au long de l'escape game. Pour ensuite, bah, une fois ce scénario posé, on l'a envoyé à l'équipe plus environnement, donc qui elle crée tout l'univers 3D et cetera. L'équipe tech qui elle va s'occuper plus de créer le studio qui va permettre de, bah, créer tout un ensemble d'escape game. Donc ça va en fait, c'est le boulot tech, c'était de créer un outil qui permet de créer des escape games, plus que de créer un escape game. Je ne sais pas si la différence est palpable, mais c'est super important parce que finalement, un escape game, c'est 1 heure d'expérience. Donc nous, on est obligé d'en sortir très régulièrement pour pas lasser les utilisateurs. Sinon, bah, finir l'escape game et ce sera fini watch. Donc nous, l'idée, c'est de créer quelque chose de scalable, comme on dit. Donc, nous, on crée le lore, on crée l'histoire. Ensuite, bah, l'équipe environnement crée tout l'environnement. Ensuite, l'équipe tech, essaye de créer tout un studio, heu, pour permettre d'avoir un escape game, global. Donc ça, c'est vraiment pour le premier escape game. Là, et c'est intéressant que je participe au podcast maintenant parce qu'on vient de passer, 15 jours à parler à, je dirais une cinquantaine de managers, dans beaucoup d'entreprises, en allant de Google à Microsoft, en passant par Nocibé ou encore, L'Oréal ou la BNP. On a discuté avec énormément de managers, pour essayer de vraiment capter leurs problématiques, et on leur posait des questions très ouvertes, quels sont, tes problèmes du moment? Quels sont tes enjeux du moment? Et cetera. Pour essayer de vraiment comprendre, et finalement, on se rend compte qu'il y a aussi une vraie problématique sur, heu, la formation et plus spécifiquement la sensibilisation à certains sujets. Je m'explique, toutes les entreprises ont des énormes problématiques, par exemple de cybersécurité ou, de RSE, dans leur entreprise, pour essayer de sensibiliser tous leurs collaborateurs à ces sujets-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant? Ça veut dire que nous, on a créé un escape game, le premier, ça sert à ramener de la cohésion dans une équipe. Mais demain, ça peut très bien être une formation pour, de la cybersécurité. Ça peut très bien être de la sensibilisation, pour, des enjeux de handicap ou des enjeux, d'écologie, et nous, on passe vraiment, on fait des escape games à finalement on est en train de créer un peu l'apprentissage du futur, l'apprentissage de demain, où à travers des expériences qui sont ultra gamifiées, où on s'amuse vraiment, bah, à la fois on apprend plein de trucs, et forcément quand on parlait à des DSI de grands groupes, quand on leur disait: «Bah, on va créer un escape game où, vos collaborateurs, ce sera des hackers qui devront hacker d'autres, de vos collaborateurs avec, du social engineering classique, du phishing qu'on leur fournit et cetera», des trucs,
très simple finalement, mais que les personnes n'ont pas forcément en tête, et ben, le DSI, ça lui parle. Parce que à la fois, il sait que ses collaborateurs, ils vont aimer l'expérience, parce que nous, on part du divertissement avant d'aller dans la formation, et à la fois, bah, ça va leur servir parce que, bah, les enjeux de cyber actuellement, c'est énorme et c'est de plus en plus important. Pareil quand on parle au RSE, quand on évoque des sujets comme ça et qu'on dit qu'on va les gamifier, bah, ça parle énormément. On a aussi commencé à parler à des lycées où, quand on leur dit, on parlait avec un prof d'histoire, on lui disait, ben, on risque de créer, un escape game sur la Seconde Guerre mondiale avec, bah, les élèves, ils doivent aller chercher des dates à un moment, ils doivent aller chercher des personnes historiques et cetera pour jouer tout en apprenant et aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. On a créé un premier outil qui permet de créer des expériences gamifiées, mais on peut aller très loin dans, où est-ce qu'on veut aller. C'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça ouvre un champ, des possibles énorme et donc tout l'enjeu pour vous, c'est de bah, là, vous êtes sur les fondations de créer, entre guillemets «la boîte à outils» qui permet ensuite de s'adapter facilement aux différentes thématiques et de proposer des environnements, personnalisés. Donc c'est super C'est ça. intéressant et après, bah, les demandes peuvent venir de partout. Donc j'imagine que, au début, c'est pas évident de canaliser un peu sur certaines thématiques ou parce que déjà vous avez des contacts impressionnants sur, des grosses entreprises donc bravo. Puis j'espère que les 1ers essais seront concluants. Vous avez des possibilités de customisation de l'environnement, donc de personnalisation. Donc ça veut dire Ouais. que le client, la personne qui va réserver, pour 6 personnes un escape game, elle pourra aussi sélectionner des paramètres. Alors, il y aura des thématiques générales, on l'a bien compris, sur l'éco-responsabilité, sur la sécurité, voilà, sur plein de choses, mais on peut aussi mettre en place des personnalisations de l'environnement. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bah, il y a différents degrés de personnalisation où, il y a le 1er degré qui va être que, bah, à l'intérieur d'un environnement 3D, il y a plein de il y a plein de spots, que ce soit des spots publicitaires ou des murs ou des affiches et cetera, qu'on peut facilement remplacer aux couleurs de l'entreprise, pour que, bah, ces employés soient totalement, en immersion avec, la marque et cetera. Donc ça, c'est le 1er degré de personnalisation. Après, il y a un deuxième qui est, bah, co-créer avec l'entreprise, une expérience, pour ses employés. C'est notamment, en train de travailler avec Capgemini sur le sujet où, eux, ils ont une problématique justement, d'éco-responsabilité, un gros sujet de green IT, ils appellent ça le Green IT et donc pour, certaines de leurs formations, ils veulent qu'on les construise ensemble pour que nous, on arrive à les gamifier. Ça, c'est le deuxième degré de personnalisation, c'est vraiment, bah, de A à Z, on le fait ensemble, quoi. OK, bah, c'est super intéressant. Je reviens sur les scénarios. Donc il y a déjà un scénario qui est en cours de test là avec votre communauté, enfin Yes. qui est vraiment dans les tuyaux, dans un futur un peu dystopique. Enfin voilà, allez regarder les vidéos si vous avez l'occasion sur le site. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Mais il y a aussi 3 autres scénarios qui sont soit en cours d'écriture ou du moins qui sont en réflexion, un en Égypte, un autre aux États-Unis et un dernier dans l'espace. Pourquoi avoir choisi ces thématiques-là? Est-ce que c'est personnel parce que c'est vous qui aimez bien ces thématiques-là? Et quand est-ce qu'ils seraient disponibles? Même si j'imagine que forcément, ce sont les tests du 1er scénario qui vont forcément, déterminer aussi la sortie des 3 prochains. Bah, ouais, c'est un peu ça, une date, c'est assez dur à donner. Pour, le choix de ces scénarios, ça provient, pas mal, bah, sur l'espace et sur l'Égypte, de discussions qu'on a pu avoir avec des profs pour le coup, où, bah, sur, l'Égypte ou sur l'espace, c'est, des premiers contacts qu'on a eus. Ils nous ont dit: «Ah, ce serait vraiment sympa que, nos élèves, ils puissent, voir, ils puissent apprendre, l'histoire de l'Égypte ou apprendre, ce qui se passe dans l'univers de façon ludique, et simple» et donc on s'est dit: «Bah, nous aussi on aime bien», enfin moi de base j'aime bien l'Égypte, j'aime bien l'espace, ça fascine un peu tout le monde. C'est des univers qui sont malgré tout, à la fois super intéressants parce qu'il y a plein de trucs à apprendre, mais à la fois il y a un petit côté mystique, que ce soit dans l'Égypte ou dans l'espace où on ne sait pas vraiment encore, on n'a pas toutes les explications et donc on trouvait que ça faisait des bons scénarios d'escape game et de jeux. Et je rebondis par exemple sur l'Égypte, il y a tout un pan de l'histoire, enfin, en Égypte, ça évidemment, mais comment est-ce que vous faites pour réaliser ou définir, mettre sur le papier un scénario? Est-ce que vous vous approchez d'experts, d'historiens qui connaissent réellement
cet univers et cette période de l'histoire très forte en Égypte? Ou est-ce que vous-même, vous lisez des livres sur l'Égypte et vous affinez du coup vos recherches? Comment ça se passe pour écrire un scénario sur une thématique que vous maîtrisez pas forcément? Bah, c'est un peu des 2. Nous, bien sûr, faut qu'on soit curieux parce qu'il faut qu'on puisse apporter des idées et heu et discuter avec des experts. Ça nous permet surtout d'un peu mieux appréhender un sujet, mais ensuite de transformer ce sujet-là, en énigme, en escape game et cetera. Faut que nous-mêmes, on connaisse le sujet, donc on a forcément un moment où on doit être curieux et on doit se renseigner sur le sujet en question. Mais après évidemment que, on est obligé de le construire avec, des gens qui connaissent très bien le sujet. Typiquement, on est en train de réfléchir à aussi construire un escape game sur l'égalité homme-femme. Nous, dans notre entreprise, on est 7 hommes. C'est pas à nous de le faire et on en est très bien conscient. Et donc dans ces cas-là, forcément, on se rapproche d'associations, on se rapproche de personnes qui peuvent être, beaucoup plus à même et beaucoup plus légitimes sur ce sujet. Effectivement, oui. De toute façon, c'est sûr que ça va être une remise en question à chaque fois sur chaque thématique. Tu peux me dire quel est le profil un peu de vos clients? Donc, si j'ai bien compris, c'est plutôt des grosses entreprises pour le moment que vous ciblez, plutôt que des startups. Pour l'instant, c'est vraiment un profil grosse entreprise qui veut, mettre, on va dire, les moyens pour faire du team building, enfin et c'est plutôt ça votre type de client? Ouais, tout à fait. Bah, les personnes avec lesquelles on discute, il y a de tout. C'est plus simple de citer des gros groupes parce que tout le monde connaît. Après, on discute aussi avec des plus petites startups qui ont aussi la problématique, avec, à nouveau des enjeux différents. Le team building, c'est super intéressant, mais ça reste qu'une seule de nos offres à terme, dans le sens où, bah, on est dans une situation macroéconomique qui fait que les entreprises, elles font malgré tout attention à ce qu'elles dépensent. Il y a un contexte économique qui est là et donc là où on avance le plus en ce moment, c'est sur tout cet aspect sensibilisation et formation, heu, où le team building, c'est un aspect où on va attaquer une équipe dans un grand groupe, donc équipe de 20 personnes, une équipe de 50 personnes. Mais sur l'aspect sensibilisation, quand on avance, c'est pour, l'ensemble de l'entreprise et donc c'est des contrats qui peuvent être beaucoup plus intéressants pour nous et c'est là où on se focus aujourd'hui le plus. C'est un peu une exclue, sur le podcast, mais voilà, c'est vraiment on est en train de passer de on fait des escape games à on est l'apprentissage du futur et avec beaucoup d'humilité évidemment parce qu'il y a plein de startups, là-dedans, mais en tout cas, on a cette ambition, ouais. Eh bah, merci de partager ces informations, c'est un vrai privilège. Et je pense qu'effectivement, quand vous abordez ce sujet-là, le plus simple, c'est de transposer, on va dire, l'escape game classique dans un nouvel univers dans le numérique. Mais la brique, 3.0, comment vous l'abordez? Parce que c'est pas évident. Les gens, ils visualisent le fait de faire un escape game pour en tirer des leçons, pour apprendre des choses. Mais de là à, entre guillemets, «gagner de l'argent» ou accéder à des récompenses, c'est encore quelque chose de très nouveau. Comment est-ce que vous amenez un peu ce sujet-là? Ou est-ce que pour l'instant, vous ne mettez pas l'accent dessus? Bah, il y a vraiment deux types d'utilisateurs. Donc, si on reprend le cercle qu'on disait, on a nous et la communauté qui allons créer des escapes, qui allons créer des expériences. Ensuite, bah, nos NFT holders qui vont, eux, les tester et nous faire tout un tas de retours dessus. Nous dire: «Bah, cette énigme-là, il faudrait l'améliorer» et cetera et c'est à ce moment-là qu'ils bénéficient de l'escape to earn, donc du fait, d'être rémunérés, pour jouer. Heu et ensuite, il y a, la vente aux entreprises, ou la vente aux écoles, enfin la vente qui, elle, n'a pas de côté to earn. Parce que, heu, c'est grâce à cette vente-là qu'on réalimente le système. On voulait pas se retrouver dans un système un peu Ponzi, que, bah, c'est assez difficile finalement dans du play to earn d'avoir un vrai système, un vrai modèle économique qui fonctionne, sur le long terme. Une fois que la supply initiale est finie, comment on fait en sorte de continuer à alimenter le modèle? Souvent, les startups qu'on peut voir, c'est des modèles qui sont imaginés sur 2, 3, 4 ans sur la supply initiale qui finalement à la fin, bah, on a bien vu avec, l'exemple le plus connu Stephen, où à la fin ça s'écroule parce que voilà, si on fait que donner, du token, bah, ça marche pas finalement, on crée pas de valeur et donc nous, le to earn, il est pour nos NFT holders qui testent et améliorent, mais ensuite
ce to-earn, il provient pas de nulle part et on aime bien le souligner, il provient des entreprises auxquelles on vend l'Escape Game en mode Web 2, donc sans, tout le côté, Web 3 et elles nous permettent de ramener de la liquidité dans le modèle et donc on espère d'avoir un modèle qui est beaucoup plus, pérenne sur le long terme, quoi. Ouais, bah, c'est très clair, c'est bien décorréler les 2 actions et c'est, je pense que c'est assez novateur parce que c'est finalement j'ai pas vu d'autres projets qui faisaient ce type de schéma-là. Donc bravo déjà sur l'idée. Il y a plus qu'à mettre en place tout ça, mais en tout cas, effectivement, ça peut être, envisageable sur du long terme, c'est assez intéressant. C'est Quelles sont ça. les prochaines étapes clés de votre développement? Donc il y a effectivement le premier scénario là qui est en cours de test, mais est-ce qu'il y a des dates clés Ouais. qui vont arriver dans les 2-3 prochains mois? Bah, là, c'est le premier scénario où on finit les tests et cetera. Ensuite, c'est vraiment le, basculement de on est un escape game à, on est l'apprentissage du futur. Où, là, sur les 3-4 prochains mois, on va vraiment, se focus là-dessus, que ce soit côté, entreprise, donc quand on les approche ou, côté web 3, ou comment on communique, comment on fait comprendre, ça. Donc ça, c'est notre vrai enjeu des 2-3 prochains mois et ensuite, arrivera, sûrement le moment du mint, mais enfin rien de défini encore. On est assez patient, là-dessus, on n'est pas pressé. Donc voilà, c'est d'abord, basculer tout ça, finir le premier scénario, commencer à se focus vraiment sur la partie apprentissage, pour finalement pouvoir, avoir un produit un peu fini et une position, un positionnement, comme on dit, assez clair. D'accord. Et comment est-ce que ma communauté, les auditeurs de ce podcast peuvent vous aider? À part vous suivre sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent s'impliquer justement? Suivre quand est-ce que les NFT vont sortir, potentiellement tester et faire partie de votre communauté? J'imagine que c'est ça les axes clés, mais vas-y, est-ce que tu peux nous dire comment nous on peut vous aider? Bah, il y a différents moyens. Évidemment, bah, nous suivre sur les réseaux, être sur notre Discord, nous donner, des idées si vous en avez. Nous, on est très preneurs de ça. Il y a vraiment cette partie de creation economy qui va arriver. Donc, si, les auditeurs, ils ont envie d'imaginer des escape games et cetera, imaginer même une énigme, c'est possible et c'est vraiment le but, c'est pas que les personnes doivent créer tout de A à Z, mais la moindre idée, nous, on la prend et on essaie de l'intégrer. Donc ça, c'est une grosse brique qui va arriver. Ensuite, il y a forcément, la brique, plus, côté, web 2, donc côté entreprise où, bah, si, vous connaissez, des entreprises ou vous faites vous-même partie d'une entreprise qui est, intéressée, que ce soit par le team building ou par, plus le côté formation, on peut, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur LinkedIn, Discord ou Twitter et nous, on sera ravis de discuter, sans que ça engage quoi que ce soit, mais on sera ravis de discuter des problématiques, que ce soit pour les comprendre ou pour y répondre. Ouais, effectivement, il y a plein de choses en fait qui peuvent être mises en place. Donc, que ce soit des esprits créatifs, des gens qui ont des contacts, des salariés dans des entreprises. Donc, il y a plein de choses à C'est ça. faire. Ouais. Donc, allez-y, renseignez-vous, suivez le projet sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous pouvez amener votre pierre à l'édifice, Yes. ce serait tant mieux. Chacun peut Ouais. jouer son rôle. Pour finir cette interview passionnante, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet, Web3, blockchain? Quel serait un peu ton retour et ton conseil pour un débutant sur le milieu qui voudrait se lancer? Heu, fonce. Non, 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 plus sérieusement, ouais, je rigole à moitié parce que, voilà, dans tous les cas, on peut rien faire de parfait. Donc, faut se lancer, faut mettre les mains dedans, faut essayer. Peut-être que la première fois, on va se planter, mais la deuxième on va y arriver. Peut-être que la troisième on va y arriver et heu et tant qu'on essaye, bah, à la fin on s'améliore et donc foncez, quoi. Ouais, faut rien lâcher et puis il faut persévérer et on apprend énormément de ses erreurs. Moi, j'en ai fait aussi beaucoup et à chaque fois, on apprend des choses. Toi, j'ai vu que tu en avais aussi capitalisé sur les premiers projets. Donc écoute, C'est ça. merci Samuel pour ce partage, d'informations. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tout est OK de ton côté? Bah, comme en intro encore, merci à toi Thibaut, c'était top, très 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 intéressant et merci pour ce que tu fais, comme, on le dit souvent, quand on est invité dans ce type de média, bah, c'est aussi grâce à vous qu'on peut construire donc c'est tout un écosystème, qui permet
d'essayer d'aller, to the moon comme on dit. Exactement. Bah, écoute, merci pour ces gentils mots et puis, je te dis à très bientôt sans doute, que ce soit pour, Watch ou pour Wine ou pour tout autre projet ou Yes, discussion, dans le genre. Merci encore de ton temps, de m'avoir accordé ces minutes pour parler à la communauté et parler de ton projet. Salut Samuel et à bientôt à tout le monde. salut. Salut, salut.